Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire régional dédié au rejet de vos attestations de salaire. Je suis Xavier Nourry. Et moi, Séverine Tassé. Nous sommes tous les deux chargés de relations entreprises à la CPM du Morbihan. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Karine Rollez et Marine Boissel, toutes les deux expertes au sein du service en charge de l'indemnisation des arrêts de travail. Quelques rappels techniques pour le bon déroulement du webinaire. Nous avons volontairement désactivé vos micros et caméras pour vous assurer une meilleure qualité d'écoute. Le webinaire sera d'une durée de 45 minutes environ, donc questions comprises. On vous invite à poser vos questions par le biais du module QR questions-réponses en bas de l'écran. Nos experts vont y répondre tout au long du webinaire. Ce webinaire, vous avez dû l'entendre, est enregistré et un support de présentation et le lien vers le replay vous seront envoyés par mail dans les tout prochains jours. Alors avant de commencer, nous allons vous présenter notre métier à nous au sein de l'assurance maladie. Donc en tant que chargé relations entreprises, nous contribuons à l'amélioration de la qualité des données. Nous vous informons sur les évolutions légales et réglementaires. Nous assurons la promotion des services en ligne proposés par l'assurance maladie et vous accompagnons dans leur utilisation. Nous facilitons vos relations avec l'assurance maladie et principalement sur le volet des services en ligne. Nous participons également à la lutte contre l'absentéisme en vous informant notamment sur les outils pour prévenir la désinsertion professionnelle. Alors concrètement, donc au-delà des échanges réguliers, directs avec vous, par téléphone ou par mail, nous animons des webinaires et des réunions collectives. On se déplace chez vous en entreprise si besoin et on vous informe par mail des évolutions en lien avec les services en ligne ou la réglementation. Pour nous contacter, c'est le 36 79, c'est le numéro de la plateforme dédiée aux entreprises, collectivités, tiers déclarants. Petite précision, nous ne gérons pas les réclamations en lien avec des dossiers particuliers. Les motifs des anomalies fréquentes figurent dans le sommaire que vous voyez à l'écran à l'instant. Nous allons détailler chacun de ces rejets et nous vous expliquerons comment les éviter ou bien les corriger. Voici les taux de rejet des attestations de salaire au niveau national en 2024 et 2025. Le taux de rejet des attestations de salaire saisies sur Net Entreprise demeure globalement stable pour la maladie, maternité, paternité et le temps partiel thérapeutique, mais il est beaucoup plus élevé qu'avec le signalement DSN. Ça va s'illustrer à l'écran, voilà. Le taux de rejet, donc, en 2025, pour Net Entreprise est de 12,80%, alors qu'il était donc d'environ 4% en DSN. On voit apparaître à présent donc le taux de rejet des attestations de salaire ATMP saisies sur Net Entreprise. Il reste, lui, important. En effet, plus de 3 attestations de salaire sur 10 sont rejetées. Alors, l'assurance maladie vous demande d'utiliser au maximum le signalement arrêt de travail en DSN, dès lors que vous avez bien sûr vérifié le paramétrage en amont avec votre éditeur. Donc, en signalant les arrêts de travail directement en DSN, vous bénéficiez immédiatement de plusieurs avantages. Des données plus fiables et sécurisées, moins de risques d'erreur, moins de rejet des attestations de salaire, un délai de paiement des indemnités journalières plus rapide. En somme, vous allez gagner du temps. Donc, prenons quelques exemples. En paternité, lorsque vous générez l'envoi de votre signalement arrêt de travail en DSN, on récupère les salaires réduits et les dates sont véhiculées automatiquement. À noter que sur Net Entreprise, par contre, en plus de la saisie de l'attestation, vous devrez aller saisir les dates sur le compte entreprise. Sans ces dates, nous ne pourrons pas indemniser le dossier. Prenons un autre exemple en accident du travail et maladie professionnelle. Lorsque vous générez votre signalement au titre AT-MP, non seulement il y a moins de risques d'erreur au niveau des salaires et des primes, puisqu'ils sont véhiculés eux aussi automatiquement,
Mais en plus, c'est transparent pour vous, mais le système va générer à la fois une attestation de salaire au risque AT-MP, mais aussi une attestation de salaire au risque maladie dans l'attente de l'instruction du dossier. À nouveau, donc, il est à noter que sur notre entreprise, vous devrez compléter manuellement tous les salaires et toutes les primes. Et vous devrez en plus transmettre une attestation au risque Mm. maladie, ceci pour permettre le versement potentiel d'indemnités journalières provisionnelles le temps de l'instruction du dossier accident du travail, maladie professionnelle. Alors, dès réception d'un arrêt de travail, même d'une seule journée, on le répète, une attestation de salaire est attendue. Il en va de même donc à chaque changement de situation, comme un passage en maladie, maternité ou accident du travail, ainsi que pour chaque période en cas de congé fractionné, comme par exemple le congé paternité et accueil de l'enfant. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, donc la déclaration doit être faite dans un délai de 5 jours après que vous ayez eu connaissance de l'arrêt. En revanche, si vous pratiquez la subrogation, en DSN, vous avez plus de souplesse. Vous pouvez transmettre votre signalement au fil de l'eau ou attendre la prochaine DSN mensuelle pour les envoyer. On insiste bien, on vous le rappelle, que même en DSN, plus vite vous transmettez votre signalement et plus vite la CPM pourra étudier le dossier. On va regarder ensemble à présent donc les règles du dernier jour de travail que l'on appelle communément DJT. En 2025, nous avons eu 47 762 rejets pour la région Bretagne. Les rejets avec pour motif un DJT erroné représentent 26% de ce total. Nous allons découvrir aujourd'hui à quoi sert ce dernier jour de travail et on va prendre un certain nombre d'exemples. Alors, le dernier jour de travail, ou appelé communément donc DJT, est une donnée essentielle. C'est vraiment à partir de cette date que l'assurance maladie va examiner les droits du salarié, déterminer la période de référence et déclencher l'indemnisation. En principe, le dernier jour de travail correspond à la veille du début de l'arrêt de travail, peu importe donc les jours non travaillés ou la situation du salarié, comme un décongé, jour RTT ou jour férié. Attention par contre, si le salarié a travaillé le jour où l'arrêt est prescrit, alors le DJT correspond à ce jour-là. En cas d'erreur sur la saisie du dernier jour de travail, l'assurance maladie ne va pas pouvoir procéder à l'indemnisation de l'arrêt de travail. On va dérouler le circuit d'un dossier suite à une erreur de DJT. Donc on part de l'erreur de dernier jour de travail. Le dossier va être rejeté par l'assurance maladie, ce qui va augmenter forcément le temps de traitement. On va vous réclamer une attestation de salaire rectificative ou un signalement annulaire en place. Ça sera une charge de travail supplémentaire pour vous et forcément une certaine insatisfaction, et pas seulement pour vous. Votre salarié sera potentiellement mécontent car son arrêt n'est pas réglé. Donc, à réception de l'attestation rectificative, enfin, si celle-ci est correcte, le dossier pourra être repris par nos services. Donc, le but de notre échange aujourd'hui, c'est d'éviter ce type de situation. Alors, je vous propose de prendre plusieurs exemples concernant le dernier jour de travail en maladie. Premier cas, votre salarié n'a pas travaillé le premier jour de l'arrêt, comme ici le lundi 4. Le dernier jour travaillé est le dimanche 3, même s'il s'agit d'une journée habituellement non travaillée. Donc le dernier jour de travail se situe à la veille de l'arrêt, indépendamment des jours de la semaine, un week-end ou les jours fériés. Maintenant, si votre salarié a travaillé le jour de l'arrêt, le dernier jour de travail se situe le jour de l'arrêt. Donc dans notre exemple, un arrêt à compter du 7, votre salarié a travaillé le jeudi 7, donc le dernier jour de travail est le jeudi 7. Toute journée commencée n'est pas indemnisable par l'assurance maladie. Autre situation, votre salarié est en congé payé.
Il vous présente un arrêt de travail débutant le vendredi 15, donc durant sa période de congé payé. Donc le dernier jour de travail à indiquer sera la veille de son arrêt de travail, soit le jeudi 14. On va aborder maintenant le dernier jour de travail pour la paternité et l'accueil de l'enfant. Pour rappel, le congé paternité, c'est 25 jours indemnisables par l'assurance maladie pour une naissance simple et 32 jours pour des naissances multiples. La période obligatoire, c'est 7 jours minimum d'interdiction d'emploi. Elle comprend les 3 jours employeurs, selon la convention collective, accord de Mhm. branche ou décret, et à minima 4 jours obligatoires. Le congé peut être pris en totalité dès le début, ça peut être 25 jours d'un bloc. Et le DJT, le dernier jour de travail pour la période obligatoire, c'est le dernier jour du congé de naissance employeur, c'est-à-dire la veille de la période indemnisable par l'assurance maladie. Si le congé est fractionné, le solde de ce congé à prendre en une ou deux périodes, d'une durée minimale de 5 jours chacune, et ceci dans les 6 mois qui suivent la naissance. Et dans tous les cas, le DJT indiqué, ça sera la veille de chaque période. On va illustrer ça par un exemple. Dans l'exemple, votre salarié vous informe de la naissance de son enfant le 3, le dimanche 3. Le congé de naissance à la charge de l'employeur dans l'exemple est du lundi 4 au mercredi 6. Pour la première période obligatoire de 4 jours qui va s'étendre du jeudi 7 au dimanche 10, le dernier jour de travail sera le dernier jour du congé de naissance, c'est-à-dire le mercredi 6. Votre salarié reprend le travail. Il s'absente à nouveau pour son congé paternité du lundi 18 au dimanche 24. Ici, le dernier jour de travail indiqué sera la veille de la nouvelle période, donc le dimanche 17. Poursuivons par le dernier jour de travail, donc au titre de la maternité. Pour un congé maternité à compter du 26 mai, on considère que la salariée a travaillé jusqu'à la veille de son congé maternité. Ici, le dernier jour de travail sera la veille du congé, soit le 25 mai dans notre exemple. En cas d'enchaînement des arrêts de travail, prenons l'exemple qui suit. Un arrêt maladie du 15 mai au 25 mai, puis un congé pathologique résultant de la grossesse, donc du 26 mai au 8 juin. À nouveau un arrêt maladie du 9 juin au 25 juin. Et enfin, le début du congé maternité à compter du 26 juin. Et bien dans cette situation, le dernier jour de travail sera le 14 mai pour les 4 arrêts. Donc ici, 4 attestations de salaire seront attendues dans cette situation. On vous rappelle de ne jamais réaliser un signalement DSN par anticipation et de toujours respecter l'ordre chronologique des risques. Le dernier jour de travail en ATMP, donc en accident de travail, de trajet ou en maladie professionnelle à présent. On va prendre une première situation. Votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre. Cet AT entraîne un arrêt de travail immédiat et l'arrêt de travail débute le mardi 5 octobre. Dans ce cas, le DJT, c'est le mardi 5 octobre. On va passer une seconde situation. Votre salarié a eu un accident de travail le mardi 5 octobre, mais cette fois, cet AT n'a pas entraîné d'arrêt immédiat. Il a travaillé le 6 et le 7 et il présente une prescription d'arrêt datée du 8 octobre. Il convient ici d'appliquer la règle générale, donc le DJT, c'est la veille de l'arrêt. Donc le DJT, c'est bien le jeudi 7 octobre. Et ceci, même si votre salarié n'a pas débuté sa journée de travail, cette journée est toujours prise en charge par l'employeur.
Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions via l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Poursuivons avec le dernier jour de travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique que l'on appelle communément le TPT dans notre jargon. Alors, commençons par un cas simple. Un temps partiel thérapeutique sans arrêt initial commence le 3 mars. Le DJT sera le 2 mars. Autre cas, un arrêt de travail est prescrit du 6 février au 2 mars. Le dernier jour de travail est le 5 février. Il est suivi d'un temps partiel thérapeutique, donc du 3 mars au 31 mai. Le dernier jour de travail reste le 5 février. On va compliquer un petit peu la situation. Maintenant, votre salarié a eu un arrêt maladie temps plein du 6 février au 2 mars. Le dernier jour de travail est le 5 février. Son médecin lui a prescrit un temps partiel thérapeutique du 3 mars au 31 mai à hauteur de 50%. Le dernier jour de travail est toujours le 5 février. Le temps partiel thérapeutique est interrompu par un arrêt temps plein maladie du 9 avril au 13 avril. Le dernier jour de travail pour ce nouvel arrêt est bien le 8 avril. Il reprend à temps partiel thérapeutique à compter du 14 avril. Le dernier jour de travail pour la poursuite du temps partiel thérapeutique est celui du dernier arrêt à temps complet, soit le 8 avril. On va récapituler un petit peu tout ça et voir ce qu'il faut retenir. Tout à fait. Donc, le dernier jour de travail correspond généralement, on l'a dit, à la veille de l'arrêt de travail, quel que soit le jour, sauf si le salarié a Mm. travaillé le jour de l'arrêt. En cas d'arrêt consécutif, même pour des risques différents, maladie, maternité par exemple, le DJT va rester identique sur toutes les déclarations. Pour rappel, une DSN événementielle ou une attestation de salaire est à établir à chaque changement de risque. En cas d'arrêt non consécutif, par exemple 2 arrêts qualifiés d'initiaux, un nouveau signalement est requis pour chaque arrêt avec un DJT fixé à la veille de chaque prescription. Et enfin, en cas d'enchaînement de périodes d'arrêt à temps complet et de temps partiel thérapeutique, le dernier jour de travail à déclarer reste celui de l'arrêt à temps complet précédent. Le lien En savoir plus qui va s'afficher à l'écran vous permettra d'accéder à de nombreux autres exemples. On va aborder à présent les rejets liés au salaire. Alors, en 2025, pour rappel, 47 762 attestations de salaire ont été rejetées pour la Bretagne et les rejets avec pour motif salaire incohérent représentent 19% de ce total. Nos recommandations. En cas d'arrêt de travail, transmettez l'attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie, donc la CPAM, Du du salarié. salarié. C'est elle qui va déterminer les droits et calculer les indemnités journalières. Donc, en clair, un salaire bien déclaré, c'est moins de réclamations, moins d'erreurs de trésorerie en cas de subrogation et moins d'attestations rectificatives à saisir. Il existe deux types d'activités pour déterminer la période de référence des salaires. C'est les deux lignes que vous avez dans le tableau. En cas d'activité régulière, on parle ici du cas général. En maladie, les salaires attendus sont les 3 derniers salaires bruts échus précédant l'interruption de travail, tandis qu'en maternité, paternité, les salaires attendus sont les 3 derniers salaires bruts, cette fois réduits de 21%. En cas d'activité irrégulière ou discontinue, la seconde ligne, en maladie sont attendus les 12 derniers salaires bruts, en maternité, paternité sont attendus les 12 derniers salaires bruts réduits de 21%. Alors, voyons ensemble les salaires au risque maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant.
En maladie, on vous rappelle en fait que il s'agit des salaires bruts soumis à cotisation sécurité sociale, donc après abattement éventuel des frais professionnels tels que titres restaurant ou frais de déplacement. Pour les congés familiaux, donc maternité, paternité et accueil de l'enfant, il s'agit des salaires bruts soumis à cotisation, donc sécurité sociale, moins taux forfaitaire de 21%. En maladie, il convient donc de déclarer dans le salaire brut les éléments suivants: le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées au cours du mois de référence, les primes mensuelles versées avec le mois de référence, exemple une prime d'assiduité ou de productivité, les primes annuelles versées avec le mois de référence, comme un 13e mois ou une prime d'intéressement. S'agissant des congés familiaux, congés maternité et paternité, on prend le salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale moins un taux forfaitaire de 21% et ce qu'on va appeler, nous, le salaire réduit. Donc ici, dans notre exemple, on prendra 2 922,52 € moins 21%. On va obtenir 2 308,79 € et c'est ce montant-là que vous porterez ou qu'on doit recevoir sur l'attestation. Donc, Séverine vous a détaillé les salaires versant maladie. On va aborder à présent les salaires en accident de travail, de trajet et en maladie professionnelle. Pour rappel, en ATMP, donc en accident du travail, maladie professionnelle, il faut distinguer d'une part les éléments de salaire qui correspondent à l'activité du mois de référence et d'autre part les primes versées sur les 13 mois qui précèdent le DJT et qui se rapportent à une périodicité différente de celle du mois de référence. On les trouvera dans le cadre B de l'attestation de salaire. En exemple, on va prendre la ligne accident du travail, maladie professionnelle. On rappelle à nouveau, en DSN, tout est automatique. En ATMP, on doit retrouver dans le cadre A de l'attestation le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, les primes mensuelles versées avec le mois de référence, par exemple assiduité, productivité. Et dans le cadre B, on va retrouver tous les primes et rappels versés sur les 13 mois précédant le DJT et susceptibles d'être pris en compte. Le plus simple, clairement, c'est de signaler vos arrêts en DSN. Pour ceux qui n'ont pas encore démarré, avant de vous lancer, on vous présente ici un tableau qui pourra vous aider à paramétrer les éléments de salaire dans votre logiciel de paye. On va détailler ça. Alors, la ligne 1 correspond au cadre A de l'attestation de salaire. On y retrouve les primes versées mensuellement, permettant de compenser une contrainte liée à l'emploi. Ce sera par exemple une prime d'habillage, d'outillage, de transport ou une prime d'ancienneté. Ces primes sont paramétrées dans le bloc 51.002 du logiciel de paye. La ligne 2 correspond, elle, au cadre B de l'attestation de salaire. On y retrouve les primes liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique. Ça sera par exemple un 13e mois ou un 14e mois, par exemple. Ces primes, elles, sont paramétrées dans le bloc 52.027 de votre logiciel de paye. On passe à la ligne 3, qui correspond, elle aussi, au cadre B de l'attestation de salaire. On va y retrouver les primes exceptionnelles liées à l'activité, avec période de rattachement sur le mois civil afférent. Par exemple, des primes de productivité, de performance, ou une prime, par exemple, liée à la surcharge d'activité. Ces primes vont être à paramétrer dans le bloc 52.026 du logiciel de paye. Et si besoin, bien évidemment, on vous invite à contacter votre éditeur de logiciel. Passons maintenant au salaire rétabli. Donc, si votre salarié n'a pas travaillé de façon continue pendant la période de référence,
Le salaire peut être reconstitué ou rétabli, comme s'il avait travaillé donc normalement sur la base de son contrat de travail. Cette notion-là est importante, hein, c'est toujours sur la base de son contrat de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que le salaire doit être rétabli sur le mois où l'absence a été déduite. Dans le cas d'un contrat à temps partiel, le salaire est rétabli à hauteur de la rémunération à temps partiel et non pas à temps complet. Dans le cadre des congés familiaux, le salaire rétabli doit également être déduit des 21%. Les avantages en nature ne doivent être comptabilisés que pour les jours de présence effective du salarié. Enfin, les rémunérations à prendre en compte sont toutes celles soumises à cotisation. Et une fois de plus, vous l'aurez compris, en DSN, c'est automatique. Donc, pour être explicite, Séverine, quand est-ce qu'on doit rétablir le salaire? Alors, on rétablira le salaire dans les situations suivantes. Dans le cas d'une nouvelle embauche, il y a deux situations. En maladie, maternité et paternité, on ne rétablit que le mois de l'embauche. En accident du travail, maladie professionnelle, il faut systématiquement rétablir le mois de référence. OK. On rétablit également dans le cas d'une absence, au titre d'une maladie, d'un congé maternité ou paternité, ou d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, au cours de la période de référence. Et en cas de congé payé, de fermeture ou de période de grève. C'est noté. Et quand est-ce qu'il ne faut pas rétablir le salaire? Alors, ce sera dans les situations suivantes. Donc, quand il s'agira d'une absence non payée et non autorisée par l'employeur, qu'on appelle absence injustifiée, dans le cadre d'une journée de solidarité, d'une mise à pied, mais également pour les salariés en activité discontinue et pour les intérimaires. Le salaire rétabli pour le mois M, eh bien, c'est le salaire brut perçu pour la présence effective du salarié durant le mois en question, plus la part de salaire soustraite sur le mois et du fait d'une absence autorisée. Donc, si besoin, on vous a mis un petit lien pour en savoir plus juste en dessous. On vous invite à cliquer sur la rubrique. On rappelle qu'on va vous fournir le support dans les tout prochains jours. Et les liens seront actifs dans le support que vous aurez. En cas de nouvelle embauche, maintenant sur la période de référence, donc il convient de saisir un salaire à zéro pour le ou les mois qui précèdent le mois de l'embauche, de saisir un salaire établi uniquement sur le mois de l'embauche. En cas d'arrêt de travail sur le mois de la nouvelle embauche, eh bien, il convient de saisir un salaire à zéro pour le ou les mois qui précèdent le mois d'embauche. Et la caisse d'assurance maladie se rapprochera de votre salarié pour l'envoi des justificatifs nécessaires à l'indemnisation du dossier. Abordons à présent les rejets en lien avec la subrogation. Ce qu'on vous demande, c'est d'indiquer d'emblée les dates extrêmes de subrogation prévues dans votre convention collective, vos accords de branche ou décrets. Par exemple, vous recevez un arrêt donc débutant le 16 avril 2026 et votre convention collective prévoit une subrogation de 3 ans. À réception de l'arrêt initial, une seule attestation de salaire est attendue avec d'emblée les 3 ans de subrogation. Ça veut dire des dates de subrogation du 16 avril 2026 au 15 avril 2029. En cas de prolongation, vous n'avez pas besoin de réaliser un nouveau signalement DSN ou une nouvelle attestation via Net Entreprise. Mhm. Pour rappel, un SIRET égale un RIB unique et l'IBAN doit être paramétré dans votre logiciel de paye. Sur Net Entreprise, par contre, il faut renseigner systématiquement l'IBAN en cas de subrogation. Et on vous invite à relire avant de confirmer l'envoi de l'attestation pour éviter des risques de saisie. Alors, un petit focus concernant l'attestation de salaire pour l'ouverture de droits au-delà de 6 mois. Donc, cette attestation de salaire est à réaliser lorsque l'arrêt de votre salarié est prolongé au-delà de 6 mois. Cependant, depuis l'arrivée de la DSN, eh bien, l'assurance maladie reçoit un certain nombre de ces attestations de salaire à tort.
Donc, le plus souvent, le salarié a déjà repris le travail. Donc, on vous explique pourquoi. Donc, pourquoi vous recevez des comptes rendus métiers avec ce motif, attestation d'ouverture de droit au D6 reçu à tort? Eh bien, tout simplement parce que vous avez dû omettre de renseigner la date de reprise réelle dans votre DSN mensuel. Donc, l'absence de cette saisie entraîne la transmission à tort d'une attestation de salaire pour l'ouverture de droit au-delà de 6 mois et des traitements inutiles du côté de l'assurance maladie. Ouais. Tout à fait. Lorsque votre salarié a repris son travail, eh bien, indiquez bien dans votre logiciel cette date de reprise de travail réelle et son motif, comme une reprise normale ou une reprise à temps partiel thérapeutique ou même une reprise à temps partiel pour raison personnelle. On précise tout de même, hein, il est important de rajouter qu'un certain nombre de logiciels en fait reprennent automatiquement cette notion, mais un certain nombre Sur- également ne le prévoient pas. D'où justement la réception à tort de certaines attestations. Donc vous pouvez retrouver cette consigne en page 5 du guide du GIP Net Entreprise en cliquant sur le lien jour pour en savoir plus. On va aborder maintenant les rejets au motif indemnité journalière déjà payée. Pourquoi est-ce que vous recevez des comptes rendus métiers indemnité journalière déjà payée? C'est parce que l'assurance maladie a reçu des attestations de salaire en double et ça peut entraîner un paiement en double des indemnités journalières, donc les IJ, des régularisations complexes pour l'assurance maladie et pour l'entreprise et des éventuels indus pour les salariés ou pour l'entreprise en cas de subrogation. Donc les bonnes pratiques à adopter. Assurez-vous avant l'envoi que l'attestation n'a pas déjà été transmise. Privilégiez le signalement DSN. Enfin, un seul envoi suffit. Il est inutile de renvoyer une attestation en cas de prolongation, sauf en cas de demande explicite d'une attestation rectificative par nos services. En cas de doute, consultez le bilan de traitement de votre signalement DSN dans votre tableau de bord DSN. Vérifiez donc en cas de subrogation vos décomptes IJ, donc vos décomptes indemnités journalières sur BPIJ, les bordereaux de paiement des indemnités journalières subrogées. Et enfin, contactez le 3679 avant de renvoyer une nouvelle attestation. Alors comment corriger une attestation de salaire? Donc en DSN, si l'erreur donc, concerne le risque, hein, maladie, maternité et autres, le dernier jour de travail ou la subrogation, eh bien vous corrigez et vous faites un signalement DSN annule et remplace via votre logiciel de paye, bien sûr si celui-ci le permet. Si l'erreur maintenant concerne les salaires ou les primes, issus donc de vos DSN mensuels, eh bien, vous transmettez une attestation de salaire cochée rectificative via Net Entreprise et en parallèle, eh bien, on vous invite à contacter votre éditeur afin de revoir le paramétrage. On insiste bien sur la notion donc rectificative qu'on doit récupérer. Sur Net Entreprise, donc, rendez-vous sur votre compte entreprise à l'étape 4 de la saisie de l'attestation et vous cochez bien attestation rectificative. Vous ressaisissez les informations corrigées et le reste de l'attestation. Sans la notion attestation rectificative, eh bien, votre attestation ne sera pas prise en compte par nos services. Alors, on va faire un petit récap de tout ça. Mhm. Donc, on va vous expliquer ce qu'il faut retenir. Pour éviter les erreurs, l'assurance maladie vous invite, vous l'avez compris, à utiliser le signalement DSN, sauf pour le temps partiel thérapeutique pour l'instant. Avec un bon paramétrage, vous n'aurez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire rétabli à saisir. Et les périodes de congé paternité seront générées automatiquement. Le système, en fait, va récupérer tous ces éléments dans la DSN mensuelle lors de l'envoi du signalement. Donc, pour un signalement DSN, si les erreurs portent sur les salaires de référence, les salaires rétablis, rappels de salaire et accessoires, revoyez le paramétrage avec l'aide de votre éditeur de logiciel de paye.
Par contre, si ces erreurs portent sur le dernier jour de travail, on vous invite à revoir pardon, la règle du DJT, qui généralement, on l'a dit plusieurs fois, correspond à la veille de l'arrêt de travail. Généralement. Pour ce qui est des salaires, différenciez bien les types d'activités et les risques pour bien définir les périodes de référence et les montants. Pour éviter les doublons. Donc, si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt DSN, il est inutile de saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise en parallèle. Ceci, même si vous recevez une prolongation, sauf à la demande expresse de la caisse d'assurance maladie. Pour la subrogation, indiquez d'emblée les dates maximales de votre convention collective ou accord de branche ou décret. Et on rappelle enfin, un SIRET égale un Un même même RIB. rythme. On va vous proposer maintenant, donc si ça fonctionne aujourd'hui, de cliquer oui. On va vous proposer un petit sondage. Vous cliquez simplement sur oui si vous souhaitez un accompagnement individualisé sur les sujets évoqués aujourd'hui. Donc on va lancer le petit sondage ici. On vous demande un petit instant à lancer en bas. Voilà, donc ça devrait apparaître chez vous. On vous laisse cliquer donc sur oui pour ceux qui sont intéressés. On va vous laisser quelques petits instants. Puis cliquez sur soumettre. Ça continue de progresser. On attend encore un petit peu. Mhm. Voilà, je pense qu'on va pouvoir Vous avez mettre une bonne partie fin des au répondants. sondage, tout à fait. Donc, on a une dizaine de personnes qui souhaitent être contactées. Voilà, donc 12% d'entre vous donc, souhaitent un accompagnement. Donc, vous serez rappelé par vos chargés de relations entreprises de votre département. Exactement. Donc, nous allons vous partager toujours notre boîte à outils pour habitude. Donc, au niveau des contacts, en fait, pour nous contacter, le numéro qui vous est dédié, toujours on rappelle en tant que vous, entreprise, mais aussi tiers déclarant, collectivité, employeur, eh bien, c'est le 36 79. Pour toutes vos questions en lien avec Net Entreprise, soit avec la gestion de votre compte, la gestion des habilitations, des déclarations et autres, et si vous avez des questions plus précises concernant la DSN, eh bien, le numéro de la hotline est le 0806 800 700. Également le site de l'assurance maladie. Vous le connaissez en général, le point de vue côté assuré, mais il existe également une page qui vous est dédiée. Donc le site amélie.fr, rubrique donc du coup entreprise, est une source d'information pour vous employeurs. Donc il permet de connaître les actualités de l'assurance maladie, les informations sur la cotisation, la prévention des risques professionnels, donc vers CARSAT, vos obligations et démarches, donc par exemple sur les arrêts de travail, les événements familiaux, les risques professionnels, mais aussi les solutions de prévention et de santé au travail. Donc nous vous rappelons qu'il n'y a pas besoin de création de compte ni de mot de passe, ce sont vraiment des informations qui sont régulièrement mises à jour par la Caisse nationale et en libre consultation. Et à ce propos, donc, consultez régulièrement les actualités pour suivre ces évolutions réglementaires. Tout à fait. Vous retrouvez également sur cette diapo les contacts de vos chargés relations entreprises donc pour la région Bretagne. Donc vous avez besoin d'accompagnement en lien avec les services en ligne, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez envoyer un petit mail sur l'adresse mail de la CEPAM où vous vous situez. Donc ce sont uniquement des questions en lien Sur les services. principalement avec les services en ligne, donc pas de questions en lien avec des dossiers particuliers, on vous le rappelle. Rappel 36 79 et ces liens, donc à nouveau, ces adresses mail sont cliquables dans le support que vous aurez donc dans les prochains jours. Tout à fait. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, avant de nous quitter, deux petites précisions. Donc, lorsque vous allez quitter le webinaire, on insiste bien, il y a un petit questionnaire de satisfaction qui va vous être proposé. On vous invite vraiment, en fait, à y répondre. Ça permet d'ajuster notre offre de service.
Petite information complémentaire pour les déclarants du Morbihan, mais peut-être que ça peut également intéresser certains d'entre vous qui se situeraient proches de la limite du Morbihan. Eh bien, nous organisons le 16 juin prochain, de 14 heures à 16 heures à la CPAM du Morbihan, une réunion d'information, cette fois-ci en présentiel, et autour du risque accident du travail, maladie professionnelle. Donc, nous y aborderons eh bien, l'attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle, donc étape par étape. Les attestations de salaire pour reprise temps partiel thérapeutique, toujours au risque accident de travail, maladie professionnelle. Également l'indemnité temporaire d'inaptitude. L'invitation sera envoyée la fin de semaine prochaine, sans doute. Je crois que tu l'as précisé, ça se situe à Vannes, donc pour Tout la à Réunion. fait. Si vous ne recevez pas l'invitation, si vous êtes intéressé, que vous n'étiez pas bien, dans la liste de nos invités et que vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous le faire savoir via notre adresse mail. Donc, nous vous souhaitons une bonne journée et puis nous vous disons à À bientôt. bientôt. On va laisser le webinaire, donc les questions-réponses ouvertes quelques minutes avant de couper, Vous pour voyez les finir. questions. À Bonne bientôt. journée, à bientôt.